Au F5 Podcast, on voit The 80-20 Manager de Richard Koch, K-O-C-H. Un livre très intéressant qui parle de cette fameuse loi, si on peut dire, qu'on a tous déjà entendu à un moment donné que, exemple, 80% des plaintes viennent de 20% des gens, 80% des innovations viennent de 20% des gens, 80% du travail fait vient de 20% des gens. Puis lui, il rentre vraiment deep là-dedans pour dire si on est un manager en business, bien sûr, on peut l'appliquer à notre vie aussi. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette loi-là? Donc, il dit que la première erreur, c'est de focuser sur le input et non sur le output. C'est quand on focus sur « il faut que tu fasses 40 heures semaine », « il faut que tu t'entraînes absolument 7 heures par semaine », au lieu de la qualité, au lieu du output, au lieu de dire « il faut que tu arrives à atteindre ça, ça, ça avec ton entraînement cette semaine, il faut que tu arrives à atteindre tel objectif avec ta semaine ». Donc, si on est toujours en arrière, puis on a tendance à avoir tout le temps des to-do lists, puis on n'est pas capable de passer à la vitesse supérieure, c'est sûrement parce que justement, on n'applique pas ce principe du 80-20. Fait que c'est quoi ce principe du 80-20? Bien, c'est qu'il y a un tout petit nombre d'événements qui donnent naissance à la majorité des effets bénéfiques ou négatifs dans notre vie ou dans notre compagnie. Si on court après les 80%, qui sont inutiles et donc qui ne donnent pas naissance aux effets positifs, bien, on n'atteindra pas notre objectif et en plus, on va être brûlé, on va faire un burn-out. Il faut utiliser ce principe pour identifier et apprendre, dans le fond, à identifier et reconnaître c'est quoi les 20% de nos actions, c'est quoi les 20% des choses qui sont importantes et qui donnent naissance à 80% des résultats qu'on veut avoir, parce que c'est ça qui va donner le plus gros impact sur notre objectif et qui va nous permettre d'atteindre notre vie de rêve, entre guillemets. Ça, je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. C'est qu'il dit la vie semble dirigée par les extrêmes et non par la majorité. Il dit qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a 1%, exemple, de la planète Terre. Comme exemple, 1% de la vie de Einstein a donné plus d'impact à la vie de tout le monde que peut-être 50% de toute la planète mise ensemble. Donc, le monde est sur la longueur d'onde que c'est 50-50. Si tu travailles plus, tu réussis plus. Si tu travailles moins, tu réussis moins. Alors que l'univers fonctionne vraiment avec le 80-20. Les résultats ne sont pas linéaires. On n'a pas besoin d'équilibre, on a juste besoin de comprendre comment ça fonctionne. Fait que son livre, c'est 10 façons de devenir des managers 80-20. Et comme je vous dis, ça s'applique aux athlètes ou dans la vie de tous les jours. La première chose, c'est que la curiosité est plus importante que la connaissance. Il faut se poser des questions. Même les choses qui ont l'air évidentes, il faut tout le temps les questionner. Puis, si on comprend le principe du 80-20, il faut se poser des questions comme quelles sont les actions qui donnent 80% de mes résultats? D'où vient 80% de mon revenu? Qui sont le 20% de mes clients les plus importants qui m'amènent 80% de mon revenu? Quels sont le 20% des tâches qui me donnent 80% des résultats? Quels sont les 80% de tâches qui me servent complètement à rien? C'est quoi les produits qui sont profitables? Donc, il faut vraiment comprendre et tout le temps questionner. Exemple, quelle idée va turbocharger ma compagnie ou ma vie? Qui serait intéressé par cette idée-là? Qui a déjà eu des bons résultats et comment? Comment est-ce que je peux atteindre une amélioration de 16 fois plus? Ce qu'il dit, dans le fond, c'est quelqu'un qui utilise la théorie ou le principe du 80-20. C'est quelqu'un qui est en moyenne 16 fois plus productif que quelqu'un de normal. Donc, il ne faut pas essayer d'amener une petite augmentation de la productivité. Il faut vraiment voir grand. Comment est-ce qu'on peut accomplir plus avec moins? Ça, c'est définitivement le thème peut-être des années 2000, mais il ne veut pas nécessairement le dire avec nécessairement moins d'argent. C'est avec moins de temps, c'est d'être smart lazy, donc d'être paresseux de façon intelligente. Qui est le client le plus important et quelle est la contrainte qui m'empêche d'exceller? Donc ça, c'est la première façon d'utiliser le principe. Les autres façons, et cette façon-là, n'ont pas besoin nécessairement de tout être présentes. Des fois, les gens qui les appliquent ne sont pas conscients qu'ils l'appliquent. Et oui, on peut essayer de devenir efficace dans les 10 façons de manager sa vie de façon 80-20, mais ce n'est pas obligatoire.
2, le manager qui est surconnecté. Il faut se rendre compte que les plus grands breakthroughs qu'on a dans notre vie viennent souvent de ce qu'ils appellent des loose ends. Donc, des gens qu'on connaît un tout petit peu, mais qui vivent dans un cercle de connaissances différent de nous. Donc, c'est par définition pas nécessairement nos meilleurs amis, c'est pas nécessairement non plus notre famille, mais c'est des gens qui sont capables de regarder le problème qu'on voit, qu'on a en ce moment et d'utiliser des ressources extérieures à nous. Comme exemple, mon changement de carrière dans le CrossFit, ça a été, oui, quelqu'un qui est devenu un bon ami, mais au moment où est-ce que cette personne-là m'a parlé, on se voyait presque jamais. C'était un de mes premiers coachs en voile, Marc-André Litté, qui me juste dit hey, « Regarde ce site web-là ». Puis ça n'avait pas nécessairement rapport avec le fait qu'il me coachait à ce moment-là, qu'il essayait de changer quelque chose, mais bon, parce qu'il en entendait parler dans un cercle d'amis que moi, je n'avais pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir une liste importante de connexions à l'extérieur de notre cercle d'expertise, puis d'aider ces contacts régulièrement sans attendre quoi que ce soit en retour, parce qu'un jour, c'est eux qui vont nous aider à aller un peu plus loin. Après ça, le manager mentor. Donc, c'est juste un mot fancy pour dire que c'est un manager qui enseigne, et le mentee, c'est la personne qui apprend. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est très important d'avoir des gens qui nous montrent un peu comment eux, ils ont réussi à trouver les bonnes idées ou à trouver c'était quoi, comment appliquer le principe du 80-20 à leur domaine. Donc, ça demande moins de temps, c'est plus efficace. On a besoin d'un mentor et c'est pas tout le monde qui seront des bons mentors. Si on regarde le principe, 20% des gens vont être genre représenter 80% des mentors. Donc, peu importe le temps que cette personne-là a à nous donner, que ce soit formel ou informel, il faut prendre avantage de ça. Puis, l'idée n'est pas de commencer à faire quelque chose qui prend le temps de tout le monde. C'est vraiment des petites interactions, justement, intelligentes et pointues sur ce qu'on a besoin, qui vont avoir des gros impacts. Le manager levier, donc celui qui utilise des leviers. Le premier levier qu'on peut apprendre à utiliser, c'est le levier de l'inconscient. C'est le levier qui fait que quand on dort, on restructure des idées, des problèmes, des concepts. Et c'est donc le principe d'apprendre à prendre le temps de prendre une décision ou de régler un problème, puis des fois de juste comprendre un tout petit peu les données du problème, puis de laisser, de dormir là-dessus, de laisser une semaine passer pour pouvoir utiliser la puissance de notre inconscient. Deuxième, c'est la confiance, c'est de donner confiance aux gens qui sont dans notre équipe, parce que sans confiance, on n'agit pas à notre plein potentiel. On veut avoir des gens qui ont confiance en eux-mêmes et qui ont confiance que même s'ils font des erreurs, la confiance de leur boss ou de leur coach va quand même encore être là, parce que ça prend des erreurs pour apprendre. Après ça, des idées. Tout commence par une idée qui va changer avec le temps. Exemple, le transport. Pendant super longtemps dans l'humanité, il n'y avait pas d'autre transport que de juste courir ou nager. Bien, après ça, il a commencé à avoir quelqu'un qui décide d'apprivoiser un cheval pour monter dessus, etc. Maintenant, on a des avions, on a des bateaux, on a des planches à roulettes, des vélos. Mais il faut se rendre compte que dans le fond, le monde du transport est parti d'une idée, puis l'idée continue à changer, puis il y a des gens qui vont le transformer, comme on voit avec les véhicules électriques, peut-être même à un moment les voyages spatials dans l'espace, pour le commun des mortels. Peu importe, c'est la même idée qu'on n'a pas besoin de réinventer, qu'on fait juste tout le temps raffiner. Après ça, mixer deux domaines ensemble, c'est l'idée, dans le fond, c'est de reconnaître ce qui va changer notre industrie dans les prochaines années, un peu comme Steve Jobs qui mixe caméra, appareil photo et téléphone cellulaire et musique. Boom, tout dans un, et qui fait un produit comme le iPhone. Il n'y a rien, dans le fond, inventé au terme des idées qu'il a utilisées. L'idée, dans le fond, c'était de mixer toutes ces idées qui existaient déjà. Après ça, les décisions, il faut se rendre compte que 1 à 20% des décisions qu'on va prendre vont être celles qui vont être les plus importantes. Le reste, 80% des autres décisions, on peut les déléguer à d'autres personnes parce que ça ne sert à rien de perdre du temps là-dessus. Trust. Donc en anglais, confidence puis trust, c'est pas la même chose. Donc quand il y avait confiance en haut, c'est pas la même chose que la confiance au niveau de trust. Donc là, c'était la confiance en soi. Là, c'est le trust, c'est la confiance en ses amis, en sa famille, en son boss. C'est le niveau de confiance qu'il faut. Il faut avoir un niveau de confiance très élevé dans son équipe. Comme ça, on peut être très demandant tout en restant ouvert et respectueux.
Après ça, ça prend des gens dans l'équipe, bien sûr, pour avoir un bon levier, qui sont des personnalités, des personnes de type A. Donc, c'est des personnes qui font partie que des 20% qui font 80% de la job. Si on a tous ces gens-là, bien, on est plus productif que la moyenne, c'est clair. L'argent après, bien, si on est capable d'utiliser l'argent des autres, c'est mieux. Puis lui, il donne l'exemple là en ce moment que comme c'est un manager, il n'utilise pas vraiment son argent, c'est l'argent des propriétaires de la compagnie. En cinquième, le manager libérateur. C'est fini de gouverner par la peur. Il faut arrêter de manager par le input et commencer par manager par le output. Il faut donner de la liberté à nos athlètes, à nos clients, à nos employés, parce que tant qu'ils accomplissent la tâche, c'est ça qui est important. Après ça, le manager qui cherche un sens, d'avoir une responsabilité de travailler dans ce qu'on aime. Il faut absolument que ce soit un domaine qui nous turn on. Il faut avoir une job qui nous enseigne des connaissances rares. Il faut avoir un job aussi dont les encouragements viennent par l'amour et la passion de cette job et non par la peur d'avoir des problèmes avec son boss. Il faut un endroit qu'on aime parce que nos collègues, nos boss, même la compagnie entière, c'est comme si c'était une deuxième famille. Puis il faut une compagnie, dans le fond, qui s'en va quelque part parce que sinon, on n'a pas d'avenir avec ça. Le but, c'est de prendre le contrôle de sa carrière. C'est la même chose en tant qu'athlète. Il faut prendre le contrôle de sa carrière. On est en business avec nous-mêmes, qu'on soit athlète ou en business. Et puis, ça ne change rien qu'on soit un employé, qu'on soit l'athlète, qu'on soit le coach, qu'on soit le boss, qu'on soit le manager. On le fait pour nous. Fait qu'il faut absolument être dans un endroit qui fait du sens pour nous. Après, un concept intéressant, le Time Rich Manager, celui qui s'est libéré de l'anxiété du temps et des choses non nécessaires. Le nombre total d'heures n'est pas égal à la productivité et notre valeur n'est pas égale au nombre d'heures qu'on met sur quelque chose. C'est par rapport aux idées, à la collaboration, à notre intention. Ça revient encore au même. C'est que si on comprend ce qui a un vrai impact dans notre vie, dans notre carrière sportive ou dans notre business, dans notre vie professionnelle, bien, on est capable d'avoir du temps pour tout le reste. Lorsqu'on dit « j'ai pas assez de temps », en fait, on dit que le temps devient une contrainte par rapport à notre valeur, alors qu'il faut s'apercevoir que la qualité du travail va baisser si on demande du travail en quantité au lieu de qualité. La vitesse, quand on l'augmente, va diminuer la réflexion et on va moins avoir des idées de style 20, 80-20. Donc, il faut vraiment se questionner là-dessus. C'est pas qu'il faut être relax, il faut être très demandant, mais il faut se rendre compte que c'est pas parce qu'on passe 40 heures sur un projet que c'est mieux que si on avait passé 10 heures de qualité. D'après lui, les listes de tâches servent strictement à rien. C'est beaucoup mieux de choisir une tâche importante pour la journée, de la faire tout de suite sans se faire déranger. Donc, on turn off toutes nos notifications, tout ça, comme on a vu dans Human, pour être concentré. On fait une seule chose. Une fois qu'on l'a accompli, on est content, puis on chill pour le reste. On fait peut-être des petites affaires qui ne servent à rien pour faire plaisir, qui nous font plaisir, mais on est chill. Puis si on a atteint aujourd'hui notre 80-20, donc la tâche qu'on avait choisie, c'était une tâche qui fait partie du 20% qui donne 80% des résultats. Imaginez si on fait ça toute la semaine. Il dit si on le fait juste 3 jours semaine, 2 jours semaine, on est déjà rendu à 160% de la semaine de quelqu'un. On pourrait prendre le reste de la semaine off, puis on a accompli plus encore. Fait que là, on a plus de temps. Fait qu'on finit par être plus productif en ayant plus de temps. Donc, penser avant d'agir, c'est ça le plus difficile. Je peux dire que moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Au lieu de juste mettre notre tête vers le bas puis juste boum, foncer. Penser avant d'agir, est-ce que c'est une tâche 80-20? Puis sinon, ben, on ne le fait pas si ce n'est pas quelque chose qui nous amène un certain plaisir. Après ça, le manager qui simplifie. Simplicity is the ultimate sophistication de Leonardo da Vinci qui a dit ça. C'est le principe aussi de Steve Jobs avec tous les produits Apple, la deuxième fois qu'il est revenu avec Apple. Ce qu'on essaie de faire, c'est raconter une histoire, comme on a vu avec Godin. On essaie de raconter une histoire. Il faut se rappeler qu'une image vaut 1000 mots, puis une compagnie qui fait quelque chose de bien, il faut se rendre compte qu'il y a juste certaines petites affaires qu'elle fait de bien, puis tout le reste, elle est médiocre. Fait qu'il faut vraiment choisir quelque chose là-dedans. Il faut focuser sur ce qui fait
ce qu'on fait bien et ce qui fait du bien. Simplifier, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut dire non à beaucoup de choses. Et pour simplifier, en fait, c'est de devenir très bon à réaliser c'est quoi les tâches 20% versus les tâches 80%. C'est quoi le 20% des fonctionnalités pour mon nouveau produit qui sont vraiment nécessaires parce qu'ils donnent 80% des résultats. Donc, je vais focuser à très bien faire ces tâches-là et je vais même enlever 80% des autres affaires qui servent complètement à rien. Après ça, le concept du lazy manager, son concept, c'est que quelqu'un qui est paresseux et qui travaille fort, c'est quelqu'un de dangereux pour l'organisation. Quelqu'un qui est paresseux et qui est stupide, il faut le laisser faire. De toute façon, on le laisse tranquille parce qu'il ira nulle part. La personne qui est un très gros, qui travaille fort, travailleur et qui est intelligent, c'est un bon number two. Et le boss ou le dirigeant ou celui qui va amener son sport à un autre niveau, c'est celui qui a la mentalité paresseuse en même temps d'être très intelligent. Paresseux, dans le fond, c'est que ça l'aide à comprendre quelle est ma priorité de tâche parce que je n'ai pas vraiment envie de travailler plus fort que j'ai besoin. Et comme il est intelligent, il est capable de trouver ces tâches-là. Le manager stratégique, la 10e façon, dans le fond, c'est pas besoin de réinventer le marché, mais plutôt il faut le faire de façon drastiquement différente ou radicalement différente et mieux. Il faut passer maître dans l'art de penser avant d'agir. Il faut savoir que les peureux réussissent jamais rien et c'est facile d'être le manager d'une bonne idée, mais c'est extrêmement difficile de trouver cette idée-là. Donc, le manager stratégique, c'est celui qui prend vraiment le temps de s'assurer de juste travailler dans des organisations ou dans des idées qui sont les idées qui vont transformer le futur. Et ce n'est pas facile à trouver. Des fois, on fait des erreurs, mais quand on s'en aperçoit, on passe à une autre. Quel gros objectif est-ce que je veux atteindre avec le moins d'énergie possible? C'est ça le thème, dans le fond, du livre et c'est de ça que ça parle. Si on ne peut pas atteindre un bon résultat avec un peu d'effort, on n'atteindra pas le même résultat de façon exceptionnelle avec plus d'effort. Il faut repenser qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est exactement le principe du CrossFit. C'est qu'il n'y a pas besoin nécessairement de s'entraîner tant que ça une fois qu'on a compris le principe de mouvement fonctionnel, d'intensité et de variance et qu'on fait le bon mix avec ça pour atteindre un niveau de fitness exceptionnel. Donc, je ne dirais pas jusqu'à dire que le CrossFit, c'est pour les paresseux, mais c'est pour les paresseux intelligents. J'espère que ça vous a plu. On se voit la semaine prochaine.